Tous, bonjour à toutes. Alors, je me présente, je suis Sébastien Dorper, je suis président du CORES. Alors, c'est le comité régional de coordination de la santé sexuelle du Grand Est. Alors, c'est un comité qui a été installé dans notre région le 3 avril 2025. Alors, je suis ravi de vous retrouver aussi nombreux. Aujourd'hui, en cette journée mondiale de la contraception pour un premier webinaire. Alors, le CORES Grand Est se veut être facilitateur de temps d'échange entre acteurs en santé sexuelle et contribuer ainsi à proposer aux citoyens de notre région en santé sexuelle une santé sexuelle qui est libre, accessible et inclusive. Alors en parallèle, nous proposons cette semaine sur les réseaux sociaux depuis hier des capsules vidéo pour répondre à des questions du grand public autour de la contraception. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et LinkedIn. Vous tapez Corrèze Grand Est et vous arriverez à nous suivre. Alors, je vais sans plus attendre passer la parole aux intervenants, que je remercie vivement pour ce temps fort. Je vous souhaite un très bon webinaire, en espérant qu'il soit le premier d'une longue série. Alan, je te laisse la parole, et puis on vous écoute avec grand intérêt. Merci. Merci Sébastien. Alors du coup, on va se présenter les intervenants. Alors, moi, je me présente Alain Charissou. Donc actuellement, je suis le médecin directeur du service de santé des étudiants à l'Université de Lorraine. Et avant, j'ai travaillé 10 ans en PMI où j'ai piloté les centres de santé sexuelle dans deux départements, raison pour laquelle j'ai développé un peu d'expérience en santé sexuelle et reproductive, et c'est la raison pour laquelle je collabore sur ce webinaire. Je vais passer la parole aux autres intervenants. Un petit mot pour Aurélie Decker qui, je ne sais pas si elle va pouvoir mettre sa caméra et activer son micro pour se présenter. C'est possible ou pas? Bon, en attendant, je passe la parole à Elena Martin et à Constance Denis pour qu'elles puissent se présenter. Bonjour à tous, donc je suis le docteur Elena Martin, gynécologue médicale à la maternité de Nancy. Donc j'ai la responsabilité du service de gynécologie médicale et je suis co-directrice avec le docteur Sophie Arter du centre de santé sexuelle, d'où un petit peu l'expertise sur cette thématique de la contraception aujourd'hui. Je suis docteur Denis Constance, du coup je suis chef de clinique en gynécologie médicale à la maternité et je travaille dans le service du docteur Martin. Du coup on travaille sur ces problématiques de contraception à peu près tous les jours et on va se partager un peu notre expérience. Merci. Alors du coup, je crois comprendre qu'on ne pourra pas permettre à Aurélie de se présenter. Donc Aurélie Decker, qui est sage-femme, qui est la sage-femme coordinatrice de toutes les sages-femmes de PMI pour le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qui a travaillé avec nous donc, pour préparer ce webinaire et qui est censé pouvoir animer un peu les questions-réponses. Oui, Raphaël? Oui, je le confirme, et Aurélie vient d'écrire dans le chat que pas de caméra de son côté, mais en gestion du chat et pour répondre aux questions. Super, merci. Bon, on peut attaquer. Alors, on déclare nos conflits d'intérêts. Un point important, vous aurez le diaporama sera diffusé. Vous pourrez le récupérer. Il y a à la fois les conflits d'intérêts qu'on déclare, il y a à la fois les sources bibliographiques qui ont été utilisées pour fabriquer ce contenu. Rapidement, on va traiter des généralités sur le ménagiome, donner les données qui sont issues de la pharmacovigilance, vous proposer une conduite à tenir en consultation, puis après on pourra échanger, répondre aux éventuelles questions que vous avez. Voilà, je donne la parole à l'équipe du CHU de Nancy sur les aspects très techniques du dossier. Merci. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu des méningiomes, puisque pour comprendre un petit peu la problématique entre contraception et méningiome, c'est important de se représenter un petit peu cette tumeur. Donc, les méningiomes, ce sont des tumeurs cérébrales qui sont issues de l'espace sous-dural. En fait, les méninges, elles sont trois membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière, et le méningiome, il va se développer, comme vous voyez sur le schéma ici, au niveau de la dure mère, donc dans l'espace sous-dural. Je ne sais pas si on peut afficher le texte de la diapo. Super. Donc, la plupart du temps, ce sont des tumeurs qui sont asymptomatiques. Et en fait, le mode de découverte, ça va être soit une découverte fortuite sur une IRM cérébrale fait pour un autre motif, ou alors selon la position du méningiome, on peut avoir des céphalées, on peut avoir des crises d'épilepsie, des déficits focaux, des troubles cognitifs, donc c'est très variable. Le diagnostic, c'est sur l'aspect IRM qui est typique. Vous voyez ici une IRM avec le signe de la queue de comète et un méningiome frontotemporal. Et en fait, c'est une des seules tumeurs cérébrales pour lesquelles il n'y a pas besoin de faire une biopsie. Donc, on pose le diagnostic directement après une IRM. Donc, on peut afficher le reste du texte, ce sont des tumeurs de très bon pronostic, bénignes dans 80% des cas, avec un taux de survie à 10 ans qui est supérieur à 80%.
Donc, c'est vraiment des tumeurs de très bon pronostic. Le traitement, il va être une abstention thérapeutique s'il n'y a pas de symptômes et un traitement chirurgical si au contraire c'est un méningiome symptomatique. Alors, sur l'incidence, donc l'incidence du méningiome, c'est 8 à 10 cas pour 100 000 personnes par an. C'est la tumeur la plus fréquente quand même du système nerveux central. Ça représente un tiers des tumeurs du système nerveux central. Ça reste quand même une maladie rare. Les facteurs de risque, c'est l'âge, le sexe féminin, parce qu'on verra que c'est une tumeur hormonodépendante, d'où la problématique en fait du coup avec la prise de contraception hormonale. Et des facteurs de risque plus rares, avoir eu de la radiothérapie au niveau cérébral ou avoir une maladie génétique rare, la neurofibromatose de type 2. Et en fait, depuis quelques années, on a constaté qu'il y avait une augmentation en fait de l'incidence des méningiomes. Alors, on s'est demandé dans un premier temps si c'était pas dû au fait qu'on faisait de plus en plus d'IRM et que la qualité des IRM augmente. Et ensuite, en regardant de plus près, on s'est rendu compte dans des grandes séries, notamment des pays nordiques et des grandes séries américaines, qu'en fait, l'augmentation d'incidence, elle était plutôt chez la femme. Donc, l'interrogation sur le lien avec la prise d'hormones, de traitements hormonaux. Donc, le lien entre les méningiomes et la progestérone, il est connu. On avait beaucoup d'arguments au niveau de l'épidémiologie, au niveau des sites d'expérience in vivo, in vitro. On voit que in vitro, si on met des cellules de méningiome en présence de progestérone, elles ont tendance à se multiplier. Le sexe ratio des méningiomes, il est plutôt en faveur des femmes. On a 3 femmes atteintes pour un homme. Et quand on faisait des surveillances IRM chez des patientes, on voyait que les méningiomes, ils augmentaient de taille après la puberté. Même si on regardait entre les phases du cycle menstruel, c'était augmenté la deuxième phase où il y a une sécrétion de progestérone. Et on sait aussi que c'est des tumeurs qui sont augmentées pendant la grossesse et qui régressent plutôt en postpartum. Si on regarde aussi les récepteurs hormonaux, on a 80% des méningiomes qui sont positifs pour les récepteurs à la progestérone, contre seulement 30% chez l'homme. Et si on compare à la positivité des récepteurs aux œstrogènes, c'est seulement 30%. Donc on voit qu'il y a un lien fort entre la progestérone et le méningiome. Donc ça, c'était pour une sécrétion endogène de progestérone. Mais on a vu dans des publications récentes qu'il y avait aussi un lien avec la prise exogène de progestérone. Donc voilà, en fait, depuis 2007-2008, on a plusieurs séries de cas qui montrent en fait des méningiomes présents chez des patients qui ont été exposés aux hormones. Donc initialement, c'était des patients qui étaient transgenres, qui avaient eu des grosses doses d'hormonothérapie, des patientes qui étaient traitées pour des traitements hormonaux de la ménopause, des patientes qui étaient suivies en PMA, ou encore des patients qui recevaient des grosses doses d'acétate de cyprotérone. Donc c'est l'androcure initialement qui a été incriminé, dans le cadre par exemple de cancer de la prostate. Donc tout ça, ça a été les premiers éléments qui ont permis de s'intéresser à la prise de progestérone et la survenue de méningiome. Donc on voit ici qu'il y a des risques relatifs qui sont différents selon les molécules. Forcément, les molécules qui donnent le plus de méningiome, qui ont un risque relatif le plus augmenté, c'est celles qui sont les plus fortes, donc l'acétate de cyprotérone, qui sont des macroprogestatifs. Et ensuite, on verra que pour les découvertes plus récentes sur les contraceptifs oraux, c'est des risques relatifs qui sont beaucoup plus faibles. Donc c'était initialement l'androcure, l'uténine, l'utéran. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait le même sur-risque pour la colprone et le Depo-Provera pour la contraception. Donc si on découvre un méningiome chez un patient ou une patiente qui a reçu des macroprogestatifs, il faut tout de suite bien sûr arrêter le traitement puisqu'on a vu que la tumeur elle était friande de progestative et qu'elle va avoir tendance à se nourrir de cette prise de progestérone en plus. Donc dans les études épidémiologiques, ça a été montré que le surrisque, par contre, il n'est pas rémanent à l'arrêt du traitement. Plus d'un an après l'arrêt de l'exposition à des macroprogestatifs, il n'y a plus de surrisque. Et en fait, du coup, l'arrêt du traitement permet le plus souvent d'éviter une chirurgie. Et c'est des méningiomes qu'on peut le plus souvent simplement surveiller. Donc, une fois qu'on s'est rendu compte de ce surrisque avec les macroprogestatifs, c'est donc poser la question du surrisque pour les progestatifs qu'on utilise en contraception. Donc, l'ANSM et la CNAM, sous la forme de EPIFAR, a fait une étude rétrospective, cas témoins, sur les femmes opérées d'un méningiome entre 2020 et 2023.
Donc, il y a 8391 femmes qui ont été opérées, qui ont été appariées à des témoins, à presque plus de 83 000 patientes, donc indemnes. Au niveau des résultats qu'ils ont mis en évidence, le lévonorgestrel seul ou sous forme combinée, donc c'est Microval ou les COP associés au lévonorgestrel, il n'y avait pas de surrisque qui avait été mis en évidence. Par contre, avec l'utilisation du désogestrel, donc classiquement l'optimisette, il y avait une très faible augmentation du risque. Ce surrisque, il apparaît uniquement après au moins 5 ans d'exposition, avec un odds ratio à 1,51. Et après 7 ans, cet odds ratio, il monte à plus de 2. On l'a dit tout à l'heure, dans les facteurs de risque, il y a aussi l'âge. Donc, après 45 ans, il y a également un surrisque qui apparaît avec un usage prolongé, mais sans réellement d'odds ratio prononcé. Et ce surrisque, il est encore plus important si la patiente, dans l'année précédente, a eu du désogestrel, plus a été exposée aux macroprogestatifs, donc on a cité Luthéran, Luténil, Androcur, le Colpron, Provera. Cette fois-ci, dans les 6 ans, le surrisque passe à 3,30. Et la même chose ressort dans l'étude, c'est que ce surrisque, il disparaît après 1 an d'arrêt du désogestrel. Quand on parle en risque relatif, c'est parfois difficile de se rendre compte vraiment du surrisque. Donc finalement, la fraction attribuable de méningiome opéré due avec vraiment la responsabilité du désogestrel, ça correspond à 0,7% de ces opérés, ce qui correspond à 59 cas supplémentaires sur plus de 1,3 million d'utilisatrices de désogestrel. Et quand on parle d'incidence, ça fait 1 cas pour au moins 67 000 femmes exposées. Et après 5 ans d'exposition, c'est 1 cas pour 17 000 femmes exposées. Donc, comme on le disait, c'est un risque qui est très faible et largement inférieur à ceux observés avec les macroprogestatifs. Puis des recommandations. Donc, comme je vous le disais, l'augmentation est vraiment très faible sous désogestrel. L'indication de l'IRM, c'est seulement s'il y a des signes évocateurs, donc céphalée, troubles visuels, ou si la patiente, avant de débuter le désogestrel, a déjà été exposée au macroprogestatif à plus d'1 an. Moi, en pratique, toutes mes patientes, si elles ont été exposées même quelques mois, je préfère quand même prescrire l'IRM afin d'être vraiment certain qu'on n'ait pas un surrisque cumulatif. Et ces précautions, elles sont étendues également aux pilules combinées au désogestrel et au Nexplanon, où c'est de l'étonogestrel. Pourquoi? Parce que le désogestrel, c'est simplement un précurseur. L'étonogestrel est le métabolite actif. Donc finalement, on a étendu également donc, ces recommandations à l'implant et bien sûr aux pilules combinées. En résumé, les progestatifs qui sont sans surrisque de méningiome, le DI au lévonorgestrel, ça a bien été montré. Il y a une étude récente américaine qui met en évidence qu'il y a quand même un surrisque avec le lévonorgestrel. La seule chose, c'est comme je disais, c'est une étude récente pour laquelle malheureusement on n'a pas eu accès complètement à leur méthodologie. Donc à voir combien de patientes ils ont étudié, quelle était leur exposition antérieure. Donc voilà, peut-être avoir aussi au niveau des PIFAR s'ils complètent. Mais en tout cas, sur les données françaises qu'on a, il n'y a pas de surrisque avec le DU au lévonorgestrel. Tout ce qui est progestérone, naturel par voie orale, vaginale, percutanée qu'on utilise. Alors, orale, vaginale qu'on utilise plutôt en PMA, par exemple, dans le cadre du THS, bien que ce ne soit pas un contraceptif. Voilà, là, il n'y a pas de surrisque dans ce cadre-là. Pareil pour la dihydrogestérone, donc le Dufaston. Par contre, pour Dienogest, qu'on utilise dans l'endométriose, et la drospirénone, contraceptif également, pour l'instant, le risque est inconnu. Ok, merci beaucoup pour tous ces chiffres et ces précisions. Donc, ce qu'on peut retenir de ces éléments chiffrés précis, c'est que il y a un surrisque, mais qui multiplie par 2, 4, 5 le risque d'avoir un méningiome. Mais vu que le risque d'avoir un méningiome est très très faible, le risque final
est considérée comme faible et la balance bénéfice-risque de ces stratégies contraceptives est considérée comme encore favorable. Sinon, en France, l'ANSM, l'assurance maladie, la HAS retire du marché les médicaments qui sont considérés comme ayant une balance bénéfice-risque défavorable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà dire. Si c'est encore autorisé, c'est que les autorités sanitaires considèrent que la balance entre les bénéfices et les risques sont favorables. Néanmoins, donc en consultation, les patientes ont le droit de savoir. Donc, c'est écrit dans le Code de la santé publique. Je vous ai pas mis les articles, mais si vous les voulez, je pourrais vous les redonner. Il est écrit noir sur blanc que les personnes françaises ont le droit, et c'est pas genré, hein, c'est pas que les femmes. Elles ont le droit à l'information sur toutes les stratégies contraceptives, et nous, les professionnels de santé, nous avons l'obligation légale de les informer sur l'ensemble des stratégies contraceptives. On doit donner l'ensemble des effets secondaires possibles, dont le surrisque de méningiome. On peut tout à fait faire le parallèle avec le risque thromboembolique, c'est un peu ce qu'on va vous proposer comme pédagogie à avoir en conseil contraceptif. Et du coup, comme avec le risque thromboembolique, l'idéal c'est d'essayer de donner de manière la plus vulgarisée possible les chiffres exacts en les mettant en perspective pour permettre aux personnes de vraiment comprendre quel est le risque qu'elles peuvent prendre. Et puis, in fine, les laisser décider puisque au final, ça doit rester le choix des personnes qu'on voit en consultation. Donc, si on fait l'exercice de mettre en perspective, de présenter et de mettre en perspective les chiffres, voilà moi comment moi je présente le surrisque thromboembolique en conseil contraceptif. Alors, j'explique que le risque thromboembolique existe chez les femmes qui ne prennent pas de contraception hormonale. Je dis qu'il est très faible. Je dis que le fait de prendre certaines contraceptions multiplie ce risque par 2 ou 4, mais que vu qu'il est très faible, eh bien, le risque final est pas très important. Et pour les aider à comprendre la hauteur de ce risque-là, je leur explique qu'avec les propres hormones naturelles que les femmes ont lors des grossesses notamment, il y a aussi une augmentation du risque thromboembolique et que cette augmentation-là est supérieure aux hormones contraceptives. Et qu'au même titre qu'aucune femme s'interdirait une grossesse par peur de faire une thrombose, il ne serait pas forcément logique qu'une femme s'interdise d'utiliser une contraception par peur d'avoir une thrombose. Néanmoins, elles ont le droit de savoir qu'il y a un surrisque et de faire leur choix en ayant cette donnée-là. Si on fait un parallèle avec le méningiome, je ne l'ai plus ma diapo. Je vais la remettre. Hop, je ne sais pas pourquoi je l'ai masqué. Non, c'est pas là. Moi, je ne l'ai plus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, il y a une diapo qui a disparu. Je vais essayer de la... Donc, petit raté, je vais essayer de la récupérer. Je me dépêche. Alors, elle est où ma diapo avec les chiffres sur le méningiome? Voilà, elle est là. Bon, je la laisse afficher comme ça, c'est pas très joli, mais voilà. Donc sur le méningiome, on voit que c'est très rare. Voilà. Pour faire la comparaison avec la maladie thromboembolique, on voit que c'est 4 à 100 fois moins fréquent que la maladie thromboembolique. Alors, ça n'a pas les mêmes conséquences, hein. Quoique, entre un AVC et un méningiome bien situé, bon, ça peut se tenir. Les progestatifs contraceptifs multiplient ce risque-là de base par 1,5 à 5,5. Donc, c'est un peu pareil qu'avec le risque thromboembolique. Et on voit qu'en termes de cas supplémentaires, ça fait entre 12 et 55 cas supplémentaires pour 100 000 femmes, ce qui n'est pas très élevé. Et si on doit comparer avec le risque thromboembolique, on voit qu'on a beaucoup plus de maladies thromboemboliques veineuses qui surviennent du simple fait de la grossesse quand on compare avec les éventuels méningiomes qui pourraient être provoqués par une contraception. Voilà un petit peu les chiffres et la manière de les présenter qu'on peut vous proposer pour essayer de permettre aux personnes que vous voyez en consultation de faire un choix de stratégie contraceptive en prenant en compte ce surrisque de méningiome. Voilà, je reviens sur le diaporama. Pareil, je pense qu'il faut aussi savoir expliquer
aux personnes que l'on voit en consultation les risques qui sont liés à l'absence de stratégie contraceptive efficace, les risques qui sont liés à la grossesse non planifiée. On peut quand même rappeler que, voilà, aujourd'hui, quand on regarde un peu l'épidémiologie de ce problème de santé, c'est quand même 350 000 grossesses non planifiées par an, 6 femmes sur 10 qui seraient touchées au moins une fois dans leur vie par une grossesse non planifiée. Et voilà, on a une femme sur 3 qui aujourd'hui a recours au moins une fois à l'IVG au cours de sa vie. Et que, dernière chose, parce que c'est vrai que l'IVG, c'est pas forcément un problème pour les grossesses non planifiées. Le gros problème des grossesses non planifiées, c'est que lorsqu'elles sont menées à terme, on sait qu'elles donnent naissance à des enfants qui sont plus porteurs de handicap qu'on aurait pu éviter parce qu'on n'a pas pu mettre en œuvre les soins préconceptionnels qui sont recommandés. On sait qu'il y a plus de prématurité, plus d'hypotrophie, moins d'allaitement. Et on sait aussi que ça a un impact sur le plan obstétrical. Les accouchements sont moins eutoxiques quand la grossesse n'a pas été planifiée. Et on a aussi plus de problèmes de santé maternelle, notamment plus de santé mentale maternelle avec plus de suicides. Dernier point, les enfants qui sont issus des grossesses non planifiées, on sait qu'ils sont plus victimes de maltraitance que ceux qui sont issus d'une grossesse qui a été planifiée. Voilà. Ça aussi, c'est des éléments qui sont importants. Les personnes doivent aussi réfléchir à la balance bénéfice-risque d'un choix qui les exposerait à plus de grossesses du fait d'une stratégie contraceptive moins efficace. Voilà. On a fini pour la présentation, on est à peu près dans les temps. Super. Place aux échanges, aux questions, et puis une fois qu'on aura épuisé les questions, ou 10 minutes avant la fin, on regardera comme les résultats du quiz. Voilà. J'en profite, je vois qu'il y a des mains levées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Vous avez un petit onglet Q et R en bas de l'écran et ça permet de poser des questions. Raphaël, c'est toi éventuellement qui distribue la parole s'il y a des mains levées? Ou on passe que par le chat? Je peux donner la parole. Il y a Caroline Messager qui a levé la main, qui qui a baissé sa main. Alors, avez-vous un formulaire type d'information destiné aux patients reprenant ces éléments? Non. C'est quelque chose que peut-être on pourrait travailler avec le CORES. Je parle sous la responsabilité du président et de la coordinatrice régionale. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que le CORES a vocation à fournir ce genre d'outils? Ça pourrait. Ouais, c'est totalement dans le cadre de nos missions. Dès lors que ça émane une demande de la part des acteurs, que ça répond à un besoin dans les pratiques professionnelles, c'est quelque chose qu'on peut envisager. On peut aussi faire un benchmark et voir si d'autres CORES s'en sont saisis. Mais pourquoi pas être pilote sur ce sujet? Avec plaisir. Ok. Sébastien? Ah bah, je suis entièrement d'accord, j'ai beaucoup de choses à couper. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on doit s'emparer, s'il y a des demandes en tout cas. Ok. Bon ben, on essaie de travailler là-dessus rapidement après pour vous finir un outil. Y a-t-il des particularités, recommandations pour les patientes, les personnes avec de l'endométriose concernant le risque avec les macroprogestatifs? Je vous donne un premier élément de réponse, après je laisserai la parole à Elena et Constance. Je dirais que je pense que ça ne change pas du tout les recommandations vis-à-vis de la surveillance IRM, des indications d'IRM de surveillance chez les personnes qui prennent des progestatifs. Je ne sais pas si Elena et Constance, vous avez d'autres éléments à ajouter? Oui, non, effectivement, il n'y a pas de surveillance autre. Après, comme je le disais, pour le dienogeste qu'on prescrit beaucoup dans l'endométriose, pour l'instant, il n'y a pas de sur-risque identifié, donc enfin inconnu en tout cas. On n'a pas de recommandation par rapport à ça. Donc, la prescription, on suit les recommandations, peu importe l'indication finalement. Ok. Alors, l'équipe EpiPhare ne montre pas d'excès de risque de méningome pour les DIU hormonaux lévonorgestrel et lévonorgestrel. Alors, c'est pas une question, je pense que c'est une affirmation. Oui, oui, effectivement, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Mais Il y a l'étude américaine qui a sorti ce papier-là en 2025 qui met un sur-risque à peu près un risque relatif à 3. Et comme je disais, malheureusement, on n'a pas accès exactement à leur méthodologie, etc. Donc voilà, savoir qu'il y a quand même cette étude récente qui met en évidence ce sur-risque, mais qui n'a pas été mis en évidence par EpiPhare.
Alors, pour compléter, sur cette étude américaine qui est sortie vraiment il y a un mois, quoi, hein, dont la méthode, à mon avis, est quand même à discuter. Ils arrivent sur des risques relatifs aux alentours de 2 pour le désogestrel et aux alentours de 4-5 pour le lévonorgestrel. Mais encore une fois, il faudrait on n'a pas réussi à récupérer le papier complet. Il faudrait qu'on puisse l'avoir. Quoi qu'il en soit, on reste un petit peu sur les mêmes risques relatifs que tout ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. Donc, en termes d'approche, de conseils contraceptifs, ça ne change pas grand-chose. On reste voilà, on a un risque très faible en population générale, qu'on multiplie par 1,5, 5,5 lorsqu'on prend une contraception progestative, ce qui aboutit à un risque qui reste quand même très faible et qui fait qu'aujourd'hui, les instances sanitaires considèrent que la balance entre les bénéfices et les risques reste nettement favorable. Sinon, ce seraient des médicaments qui auraient été retirés du marché. Alors, une maternité de mon département fait sortir les patientes sous drospirenone plutôt qu'avec du lévonorgestrel 75 en les informant du risque de méningiome. Bon, je n'ai pas forcément d'avis sur cette pratique. Mettre en systématique, surtout qu'en plus, c'est pas remboursé, enfin, pour tout à prescrire en systématique pour nos patientes. Alors, effectivement, elles ont droit à l'information, d'où l'intérêt de faire cette fiche d'information avec les chiffres voilà, qui seraient élaborés par le CORES. Et donc, laisser le choix aux patientes plutôt qu'à imposer en systématique. C'est laisser le choix, hein, à mon avis. Ouais. Alors, surtout que pour compléter, pour les lecteurs, lectrices de la revue Prescrire, hein, qui a traité de la molécule drospirenone, pour l'instant, la position de Prescrire sur la drospirenone, c'est de quand même préférer le lévonorgestrel en première intention à la drospirenone. Voilà. Mais après, je rejoins tout à fait les propos d'Elena. C'est aux personnes de choisir. Hein. Pourriez-vous rappeler quand il est recommandé de prescrire une IRM? Est-ce que c'est uniquement lorsqu'il y a des symptômes? J'ai remis la diapositive qui traite du sujet. Je vous laisse la main. Alors, quand c'est pour le désogestrel, l'optimisette, oui, c'est uniquement s'il y a eu un symptôme. C'est pas recommandé en systématique. Voilà, sauf si on a été exposé plus d'1 an à des macroprogestatifs dans l'année précédente. Donc, c'est très rare parce que c'est les macroprogestatifs, donc c'est androcure, luténil, lutéran. C'est des molécules qui sont du coup de moins en moins prescrites. Il y a quasiment plus d'indications. Les seules indications qui restent, c'est les mastodinies, donc les douleurs mammaires très résistantes à tous les traitements locaux. Ça peut être un hirsutisme très invalidant. Enfin, c'est des choses très particulières. Donc, finalement, il n'y a plus beaucoup de patientes qui ont reçu des macroprogestatifs pendant au moins 1 an récemment. Donc, voilà. Mais il faut quand même y penser dans ce cadre-là. Juste pour compléter, on a beaucoup de patientes, pour le coup, qui ont 40-45 ans, où là, on va se poser la question de l'optimisette et qui potentiellement ont été exposées aux macroprogestatifs. Donc, d'où vraiment l'intérêt de faire un interrogatoire complet sur l'historique de la contraception avant d'introduire le désogestrel et de prescrire l'IRM si besoin, si elles ont été exposées dans ce cas-là. Moi, un petit point d'alerte justement sur cette exposition antérieure au macroprogestatif, comme vous l'avez vu, hein, la médroxyprogestérone, donc le Depo-Provera, qu'on abrège des fois DMPA, donc contraception par injection intramusculaire trimestrielle, est très peu utilisée en France, c'est vrai, mais elle est quand même assez utilisée dans des pays d'Afrique, notamment subsaharienne, un peu aussi en Amérique latine. Donc, dans votre patientèle, les femmes qui sont originaires de ces pays-là, il est quand même assez probable qu'elles aient été exposées à des macroprogestatifs durant des périodes assez longues. Il faut prendre ça en considération, justement, avant de represcrire un progestatif et éventuellement se poser la question de prescrire une IRM. Et je rajouterais juste que comme le risque disparaît après l'arrêt du macroprogestatif, c'est juste une IRM et après on n'en refait plus. Donc, alors éventuellement, comme il y a un petit sur-risque au bout de 5 ans d'optimisette, si on a fait une IRM cérébrale normale ou qu'on n'en avait pas faite parce qu'on n'avait pas d'indication, au bout de plusieurs années d'optimisette et des symptômes qui pourraient être évocateurs, ça pourrait être réitéré, mais c'est juste, dans la très grande majorité des cas, une seule IRM, une seule fois. Ok, on commence à rentrer dans les questions très techniques là. Accrochez-vous. Bonjour. Il a été dit que le risque de méningiome diminuait au bout d'1 an d'arrêt du désogestrel.
imaginons, une patiente a eu pendant 3 ans une contraception par désogestrel, elle fait une pause pour une grossesse, elle accouche et on lui represcrit du désogestrel. Au niveau sur risque, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on repart sur une augmentation à 1,51 au bout de 5 ans, à partir de la reprise, ou les 3 ans d'avant comptent? Je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse là-dessus. Non, effectivement, je pense qu'on n'a pas la réponse parce que Epiphar, c'est pas ce qu'ils ont regardé. Donc là, on n'a pas de réponse à donner sur le risque cumulatif et les expositions antérieures. Alors peut-être qu'après, on aura des études futures, hein, mais là, on n'a pas de réponse claire à donner. Ok. Autre question. Donc, si une femme a eu l'utéran plus d'un an, plus d'une année, donc une prise cumulée supérieure à un an, mais il y a de nombreuses années, est-ce qu'on fait une IRM ou pas? Je pense que si on lui met du désogestrel, on pourrait lui faire. Avant de mettre du désogestrel, ce serait bien de lui faire. Et sinon, et en absence de symptômes, on ne lui fait pas. Voilà, si elle a eu au moins un an de l'utéran. Faut qu'elle ait eu en fait un traitement d'au moins un an parce que on sait que les expositions très courtes, il n'y a pas de surrisque. D'accord. Ok. Remarque très pertinente, je trouve. Alors, c'est anonyme. À propos du rapport bénéfice-risque, qui dépend de l'indication, c'est vrai. On ne peut pas l'évaluer de la même manière en fonction de l'indication de l'utilisation du produit. Donc, entre l'endométriose d'un côté et la contraception de l'autre, ça se réfléchit indépendamment, c'est vrai. Je n'aurais pas d'avis sur le rapport bénéfice-risque concernant l'indication pour l'endométriose. C'est quelque chose auquel j'ai pas lu, j'ai pas réfléchi. Je ne sais pas si Constance et Elena, vous avez un avis là-dessus. La balance bénéfice-risque des progestatifs dans l'endométriose, avec ces nouvelles connaissances concernant le risque de méningiome. Alors, dans l'endométriose, c'est vraiment en dernier recours, hein, les macroprogestatifs. Donc, on a quand même des nouvelles molécules comme le dienogest, pour lequel on n'a pas de notion de surrisque. Le DIU ou levonorgestrel Mirena, il n'y a pas de notion de surrisque. Et les contraceptifs œstroprogestatifs combinés, voilà, en continu, qui sont recommandés en première intention s'il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de surrisque non plus. Donc finalement, c'est quand on arrive dans des choses très rares, qu'on a épuisé un peu toutes les ressources thérapeutiques, qu'on peut finir éventuellement par traiter par macroprogestatif. Mais c'est vraiment, on a un centre de référence et on le fait peut-être une fois par an. Donc c'est vraiment pas des choses du quotidien, je pense. Ok. Ok. Et puis je pense qu'encore une fois, on doit exposer à la femme, à la personne, les risques qu'elle encourt. Et puis si son endométriose est vraiment symptomatique et invalidante, on peut tout à fait comprendre qu'une femme accepte de prendre ce surrisque de méningiome. Au même titre que des femmes utilisent un traitement hormonal substitutif de la ménopause, en sachant que ça peut avoir un impact sur le risque de cancer du sein, mais quand on est face à des symptômes de ménopause qui sont tellement invalidants, on peut tout à fait comprendre ces choix que les personnes ont le droit de faire, hein, c'est leur corps. Ensuite, une question. Une patiente qui aurait pris de la médroxyprogestérone, Depo-Provera, pendant plus d'un an, qui souhaite repasser sous désogestrel, optimisette, est-ce qu'une IRM est nécessaire? Sachant que la NSM recommande déjà une IRM chez les patientes qui ont eu déjà un an de DMPA. Donc oui, il faut faire l'IRM, puisque c'est recommandé. Ok, alors si désogestrel plus de 5 ans, après 45 ans, et pas de signes, symptômes, j'imagine, SF, faut-il prescrire l'IRM? Non, ça ne fait pas partie des indications. Par contre, c'est important de redonner l'information à la patiente, surtout voilà, à partir de 45 ans, de leur dire qu'il y a ce surrisque qui a été identifié et pareil, leur laisser le choix. Est-ce qu'elles veulent continuer avec ce risque ou est-ce qu'elles préfèrent switcher pour autre chose? Voilà, c'est une discussion à avoir, mais pas de prescription d'IRM. Si elles n'ont pas de symptômes, voilà. Ok, alors probablement qu'autour de. J'en profite, je digresse un peu, il n'y a plus de questions, juste pour vous dire que moi, j'entends dans mon entourage un petit peu des drames sur des ménagiomes qui viennent des découverts, on incrimine la contraception. Je pense qu'il y a une espèce de. Je pense qu'on l'a vu, et c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire-là. Dans la population générale, on va avoir, je pense, une incidence assez élevée de ménagiomes dans les mois qui viennent, qui sont liés au fait que maintenant, les gens font des IRM. Donc, on ne peut pas dire qu'il va y avoir une flambée. Je pense que juste on va en découvrir plein qui sont là depuis un petit bout de temps et après, ça va redescendre, quoi. Compléter, la majorité des découvertes de méningiome sont des découvertes fortuites à l'imagerie. Donc, voilà.
Ok, on n'a plus de questions en stock. Je vous propose qu'on. Oui, je vais te laisser la parole, Sébastien. J'annonçais juste qu'on allait balayer les réponses au quiz, mais je te laisse la parole, Sébastien. Ah non, non, mais vas-y, continue, il n'y a pas de souci. Ok, j'ai cru que tu. T'inquiète, D'accord. t'inquiète. Ok. Alors du coup, je vous propose qu'on balaye les réponses qui ont été faites au quiz. Donc, ce petit quiz-là, c'est un petit peu pour tâter le terrain sur les éventuels sujets qu'on pourrait traiter lors des prochains webinaires, pour teaser un peu. Donc là, je vous partage les résultats. Encore une fois, c'est anonyme. Hop. Du coup, alors, quel est le risque d'avoir une grossesse plus tôt que prévu pour une femme qui déclare vouloir finir ses études, donc pour une période de 5 ans, avant de concevoir, et qui dit utiliser la pilule comme stratégie contraceptive? Alors, la bonne réponse était supérieure à 35%. Donc, vous êtes un petit pourcentage à avoir eu la bonne réponse. Alors, ça surprend toujours. L'efficacité pratique des contraceptions, c'est bien les chiffres qu'il faut utiliser en clinique, hein. Les recommandations internationales disent bien qu'il ne faut plus penser et présenter les efficacités théoriques qui ne s'appliquent pas à la vraie vie des gens. Et quand on s'inscrit dans le temps comme ça, les 8% de risque de grossesse annuelle d'une pilule, eh ben, on aboutit, par un calcul statistique, hein, à un chiffre supérieur à 35%. Alors, c'est un calcul probabiliste, hein, dans la vraie vie des gens, c'est probablement différent. Mais voilà. Il y a un petit outil qui s'appelle le score contraceptif.info qui permet de faire ces calculs-là stratégie par stratégie. Ensuite, l'autre question, c'était avec quelle contraception une femme continue d'avoir ses règles? En fait, les bonnes réponses étaient toutes les contraceptions qui ne sont pas hormonales, puisque le principe d'une contraception hormonale, quelle qu'elle soit, hein, c'est de délivrer au corps de la femme tous les jours une petite dose de progestérone, qui est l'hormone de la grossesse, et ce faisant, de générer, on est vu que je vulgarise, hein, c'est comme ça que je le fais en consultation, de générer un état de grossesse artificiel qui bloque la capacité d'être enceinte, puisqu'on est artificiellement déjà enceinte. Du coup, cette notion-là, elle est importante en conseil contraceptif pour permettre aux personnes de comprendre comment fonctionne leur stratégie contraceptive et aussi pour comprendre que les éventuels saignements qui peuvent survenir entre deux plaquettes de pilules ne sont jamais des menstruations, que ce sont des saignements artificiels et qu'une prise en continu peut éventuellement être possible et que ce n'est pas mauvais pour la santé. Donc ça, c'est un sujet qu'on pourrait éventuellement traiter lors d'un webinaire. Comme la question de l'efficacité, de la différence entre l'efficacité théorique et l'efficacité pratique. Comment renseigner idéalement cette question de niveau d'efficacité d'une stratégie contraceptive. La question sur la pilule du lendemain, est-ce que ça change selon le cycle menstruel? La bonne réponse était oui. Donc vous êtes une majorité à avoir la bonne réponse. C'est lié au mode de fonctionnement de la pilule du lendemain, que d'ailleurs on devrait appeler la pilule d'urgence, puisque des fois quand on attend le lendemain, c'est trop tard. Elle fonctionne quasi exclusivement, et c'est comme ça que moi je le présente en consultation pour être un peu simple, en bloquant l'ovulation. Ce qui fait que la deuxième partie de cycle, une fois que la femme a ovulé, eh ben, elle ne peut plus être efficace. Voilà. Ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, y compris chez les soignants. Ça a un impact sur la manière dont on doit l'utiliser. Attendre le lendemain, c'est prendre le risque d'ovuler durant la nuit et de rater le coche de la potentielle efficacité de la pilule d'urgence. On pourra faire un webinaire sur les contraceptions d'urgence. Ensuite, peut-on prescrire une contraception œstroprogestative à une personne ayant une phlébite de la jambe gauche alors qu'elle portait un plâtre pour fracture du tibia? Ça fait lien avec la deuxième question, le DIU au cuivre chez une personne qui souffre d'endométriose. Ces deux questions-là, elles ont vocation à mettre l'accent sur le fait de vraiment bien maîtriser la question des contre-indications de contraception. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dommage de refuser une contraception à une personne en pensant faussement qu'elle est contre-indiquée chez cette personne-là, parce que du coup, il y a entre guillemets une perte de chance de pouvoir utiliser une stratégie contraceptive qui a été choisie. Donc, les bonnes réponses, alors c'est non, on ne peut pas une œstroprogestatif chez une personne qui a un antécédent de thrombose. Mais la bonne réponse, c'est je suis sûr que non, en fait. Quand il y a du doute, la bonne pratique, c'est d'aller vérifier. Voilà. Je ne sais pas, il faut que je vérifie auprès d'une source fiable. On pourra faire un webinaire où on présente des outils assez robustes, assez solides sur voilà, comment est-ce que je peux être sûr que cette situation clinique contre-indique ou pas l'utilisation de telle ou telle stratégie contraceptive. Et le DIU cuivre, il n'est pas contre-indiqué chez les personnes qui souffrent d'endométriose.
c'est sûr que ce n'est pas la première indication. On préférerait une contraception hormonale, mais si on est face à une personne qui a de l'endométriose et qui n'a pas de contraception hormonale, médicalement, il n'y a pas de contre-indication à lui proposer et à lui insérer un DU au cuivre. Alors, juste complète, il n'y a pas de Oui. contre-indication formelle écrit noir sur blanc, mais c'est quand même notre devoir d'informer les patientes que sur le mécanisme de base, sur l'inflammation, etc., qu'on aggrave l'endométriose. Moi, de toute façon, toutes les patientes au centre qui ont un DIU au cuivre, on leur recommande plus, et on leur explique justement ce mécanisme qui a un intérêt à changer. Alors après, effectivement, elles sont encore maîtres de leur choix, mais notre rôle de vraiment leur expliquer que c'est un risque d'aggravation plus. Hein. Oui, bien sûr. Et donc, les deux dernières questions, c'était pour un peu vous jauger sur la manière dont vous percevez le niveau de connaissance que pourraient avoir les femmes et les hommes sur ces sujets de contraception. Alors, on voit que vous considérez qu'il est plutôt moyen et que les hommes sont vraiment très mauvais sur le sujet. Donc, je pense que vous êtes dans le vrai. Je pense que la réalité, c'est qu'effectivement, on a un niveau de littératie en santé reproductive et notamment sur des questions relatives au contrôle de la fertilité qui est encore assez bas chez les femmes. Les études sur la littératie en France et en Europe le montrent. Et effectivement, c'est pire chez les hommes. Donc, la question du conseil contraceptif, notre capacité à donner des informations qui sont comprises, retenues et qui donnent le pouvoir aux gens de pouvoir faire les bons choix pour leur vie et leur santé reproductive, eh bien, il y a du travail. Pareil, on pourra faire des webinaires parce qu'il existe des outils, des recommandations sur la manière de mener du conseil contraceptif. Voilà pour les résultats du quiz. On peut revenir éventuellement aux questions s'il y en a. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors. Oui, il y en a deux là. Pourtant, la conduite à tenir dans le code ne dépend pas de la période du cycle. Pour la pilule du lendemain, j'imagine. Oui, je sais bien, mais après, voilà, ça fonctionne en bloquant l'ovulation. Effectivement, je ne sais pas pourquoi c'est une information qu'on ne délivre pas, qu'on ne prend pas en compte. Néanmoins, pour les quelques femmes, parce que c'est pas fréquent, notamment chez les jeunes, qui connaissent vraiment bien leur cycle, qui savent quand elles ont ovulé, etc. Si elles savent qu'elles ont déjà ovulé, franchement, ne pas leur dire que elles ont vraiment une très faible chance que la pilule d'urgence soit efficace et que vraiment il faut qu'elles envisagent très sérieusement d'avoir plutôt recours à l'autre stratégie de contraception d'urgence qu'est le stérilet au cuivre posé en urgence jusqu'à 5 jours après le rapport à risque de grossesse. Je pense qu'on ne délivre pas les bonnes informations pour permettre aux personnes de bien choisir. Après, ça c'est la théorie. On est très souvent face à des femmes qui ont plus de cycle parce qu'elles sont sous contraception hormonale. Donc là, ça n'entre plus en ligne de compte. On prend la pilule du lendemain tout le temps. Et puis, on a aussi très souvent des femmes, même si elles n'ont pas de contraception hormonale bloquant leur cycle, c'est pas très clair. Peut-être qu'on a J14, mais on sait très bien que les femmes, c'est pas des horloges. On pourrait se dire qu'on est à J15 et qu'elles ont peut-être déjà ovulé, mais pas forcément. Là, moi, je conseille de prendre la pilule d'urgence au motif que s'il n'y a pas eu d'ovulation, on a de fortes chances de la bloquer quand même et d'éviter une grossesse. Voilà. On avait... y a-t-il des études qui montrent cette perte d'efficacité selon le cycle de la pilule d'urgence? Je ne sais pas, mais encore une fois, c'est vraiment lié au mécanisme d'action. La forte dose de progestatif que représente la contraception d'urgence orale, que ce soit avec le lévonorgestrel ou l'ulipristal, c'est vraiment le blocage de l'ovulation. C'est pas le blocage de la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. C'est pas le blocage de la nidation. C'est pas de provoquer un avortement. Ça, c'est important quand même. C'est pas du tout un mécanisme d'action de la pilule d'urgence. Il y a certaines personnes qui ne l'apprendraient pas si jamais c'était ça comme mécanisme d'action. On est vraiment sur le blocage de l'ovulation. Donc après, moi, j'ai pas souvenir d'avoir lu des études sur ça. Je pense qu'on est sur un principe un peu de logique lié au mécanisme d'action de la pilule d'urgence. Ok. Bon, c'est bien, ça suscite des questions, des réactions.
Voilà, je pense que notre volonté de faire d'autres webinaires sur d'autres sujets contraceptifs est justifiée. On essaiera de répondre avec précision à ces questionnements-là lors de prochains webinaires. Merci Alan, merci à tous les trois en tout cas d'avoir animé ce premier webinaire du Corrèze Grand Est. Alors justement, on va saisir la balle au bon et vous proposer régulièrement des webinaires, alors sur tous les sujets de la santé sexuelle, que ce soit la sexologie, que ce soit les IST, la contraception. On reviendra vers vous effectivement pour vous les proposer. Alors avec Anne, on se disait pourquoi pas tous les mois. On va essayer de trouver les sujets. Alors les sujets, il y en a plein, on est d'accord. On va essayer de mettre ça en place le plus régulièrement possible. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, nous envoyer des mails, des liens pour proposer, on va dire, des sujets de webinaire pour les prochains mois. Merci à vous. Bon, au revoir tout le monde. Bonne fin de Belle journée. journée encore. Merci.